Alors, bonjour à tous. On y est maintenant. Donc, on peut démarrer notre conférence, sur le marketing social et le plaidoyer. Alors, donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Kwadio Narcisse Nzi, comme c'est mentionné sur la vignette d'annonce. Je suis diplômé en criminologie, en communication et en marketing. Et voilà, j'ai fait mes armes dans le domaine du marketing social et du plaidoyer dans une agence de campagne qu'on appelle NIEL. C'est une agence internationale basée ici à Dakar. Et ensuite dans une ONG internationale qu'on appelle aussi ACF. Et après pour des consultations indépendantes après. Alors, en plus de ces différents diplômes là, j'ai fait un certificat, qui est une spécialisation en fait en marketing social et des grandes causes humanitaires. C'est une formation qui est délivrée par l'université Senghor d'Alexandrie, qui est donc en Égypte. Et ce cours-là est tenu par un Canadien du nom de Richard Leclerc. Donc, c'est lui qui, en quelque sorte, m'a initié au marketing social ou des grandes causes humanitaires. Et dans mon parcours professionnel sur le terrain, ce que j'ai le plus rencontré, c'est du plaidoyer. Du plaidoyer. Voilà pourquoi cette formation ou cet échange-là que nous avons maintenant porte sur le marketing social et le plaidoyer en même temps. J'espère qu'on est là, on est combien? On n'est pas assez nombreux, alors, faites-moi savoir que vous êtes là, que vous êtes en ligne, que vous êtes connectés, que vous suivez. Alors, ok, super. Donc, le marketing social, qu'est-ce que... Alors, l'objectif donc de cet échange-là, j'espère que tout va bien. Donc, voilà, je cherche à m'assurer que je suis sur la bonne page et que on parle effectivement de notre programme de ce jour, de marketing social. Alors, l'objectif de cet échange-là, de cette conférence-là, c'est de vous imprégner. On a juste 1 heure, donc c'est de vous imprégner de ce qu'est le marketing social et le plaidoyer dans son ensemble. Alors, donc, voici comment est-ce qu'on va procéder. Étant donné qu'on n'est pas dans une salle de classe avec tout ce qui va avec un tableau et des possibilités de montrer des images et des vidéos, pour faire simple ici, on va procéder par mots-clés. Nous allons procéder par mots-clés. Alors, donc, je vais donner un certain nombre de mots-clés, on va les expliquer, on va essayer de comprendre à quel moment est-ce qu'on a recours à ces différents mots-clés dans le processus d'élaboration d'une stratégie de campagne de marketing social ou de plaidoyer pour nous aider à comprendre ce que c'est. Donc, on va procéder essentiellement par mots-clés. Alors, le marketing social, il faut comprendre qu'il est très, très, très important. En ce sens que, alors, je disais tout à l'heure que c'est grâce à Richard Leclerc que j'ai découvert le marketing social. Alors, lors de sa formation, il nous expliquait, par exemple, qu'au Canada, quand un citoyen canadien acquérait sa voiture, la première des choses qu'il faisait, c'était de tirer la ceinture de sécurité et de la ranger sous le siège. Donc, vous comprenez très bien que en pareille circonstance, quand un accident arrive, vous imaginez un peu ce que cela fait comme dommage. Alors donc, le gouvernement canadien a initié plusieurs actions en vue de faire comprendre que la ceinture de sécurité, elle est importante. Donc, cela a été le départ de plusieurs initiatives
spécifiquement qui touche qui convoque, ok, le marketing social, ok, sur ces questions de sécurité routière. Alors, pourquoi marketing social et à quoi ça sert? Alors, le marketing social, comme vous voyez, tel que c'est composé, on a marketing et ensuite social. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que pour des problématiques sociales, pour des fléaux sociaux, nous, on va convoquer le marketing, qui est une discipline de plus de 50 ans, qui a une rigueur scientifique reconnue, qui est éprouvée et approuvée. Donc, on va convoquer cette rigueur, cette démarche méthodologique, scientifique, rigoureuse là du marketing pour traiter des questions sociales. Alors, quand je dis questions sociales, problématiques sociales, c'est quoi? C'est par exemple le phénomène, par exemple, des mutilations génitales féminines. Ok, comment est-ce que le marketing, à travers sa démarche rigoureuse, peut aider à résoudre cette problématique-là? C'est par exemple, ok, la salubrité dans la ville. C'est par exemple le port de masque, le port de casque, pardon, pour les scooters, pour les conducteurs de scooters dans une capitale, dans un pays. Donc, c'est comment est-ce que on appelle le marketing et sa démarche à aider, ok, à résoudre ces questions sociales, ces problématiques sociales. Alors, le marketing social. Alors, le marketing social à lui seul, c'est vrai qu'il va recourir à une démarche rigoureuse et scientifique du marketing qu'on connaît, mais il faut savoir ceci, que à lui seul, cette démarche-là ne peut pas aider à obtenir les changements qu'on souhaite obtenir dans la population. Puisque le but ultime du marketing social, c'est cela. C'est proposer un nouveau comportement qu'on estime plus sain, qu'on est plus adéquat en termes de protection de la population. Donc, c'est convoquer, ok, cette démarche rigoureuse là pour obtenir un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement dans les façons de penser, un changement dans les façons de faire auprès d'une population cible bien définie. Ok. Alors ça, pour obtenir ça, les techniques du marketing social seules ne suffisent pas. Voilà pourquoi on va appeler en renfort le plaidoyer. Ok. Donc le plaidoyer va venir s'ajouter, ok, au marketing social pour obtenir des résultats intéressants pour la société. Okay. Alors, nous allons, pour vous donner une idée, ok, pour vous mettre dans le bain, dans le contexte, ok, je vais vous lire un certain nombre d'articles de presse pour vous donner une certaine idée de là où est-ce qu'on part, ok. Alors, on a cet article-là qui est un article que j'ai retrouvé sur le site de RFI, ok, Radio France Internationale. Alors, l'article dit ceci. Donc, c'est un ensemble d'articles que je vais vous lire pour vous mettre dans le bain. Ces articles vont nous aider comme repère dans l'évolution de notre échange. Alors, sur le site de RFI, on dit une journée de nettoyage par mois pour un Sénégal plus propre. C'est l'objectif des journées nationales de nettoiement, les Cleaning Days, lancés samedi 4 janvier par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Le dirigeant Macky Sall, qui a fait du désencombrement de Dakar une priorité dans son second mandat, appelle les populations à se mobiliser un samedi par mois pour débarrasser leur quartier des déchets. Un râteau dans la main, une pelle dans l'autre, il a ouvert la première édition des Journées nationales de nettoiement depuis son quartier de Mermoz à Dakar. Et un peu plus loin dans le même article, on lit ceci. Et c'est une citation, c'est une reprise de ce que le président Macky Sall a dit. Il faut que nous changions de comportement. Le plastique a fait trop de mal à l'environnement. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, a déclaré le chef de l'État. Okay? Donc, ça, c'est pour vous donner une idée de là où on va avec le marketing social. Alors, voici un autre article
qui dit, par exemple, ça c'est un article qui a été publié sur le site de l'AIP. L'AIP, c'est l'agence ivoirienne de presse, donc c'est en Côte d'Ivoire, c'est l'équivalent de l'APS ici au Sénégal. Alors sur ce site, on lit les populations d'Oumé, qui est une ville de la Côte d'Ivoire, les populations d'Oumé instruites sur les causes de mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Oumé, 18 août, AIP. Sur 100 000 naissances vivantes en Côte d'Ivoire, l'on enregistre 597 décès, alors que dans les pays développés, seulement 10 décès sont enregistrés. Ok. A affirmé vendredi, ok, la personne qui disait ça, c'est Dr Dacier Tomaki, qui est du Programme national de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. Donc, c'est une autorité, ok, du ministère de la Santé qui donne ces chiffres-là. Et elle va dire plus loin que, ok, et ça, c'était lors d'une animation publique au foyer polyvalent à Oumé. Alors, qu'est-ce qui cause ces décès-là? Ces 597 décès, ok, sur 100 000 naissances en Côte d'Ivoire. Alors, les accouchements à domicile, ok, les grossesses à haut risque, les grossesses répétées, les grossesses nombreuses, les grossesses trop tardives et les avortements provoqués sont les principales causes de ce taux de mortalité qui est aussi élevé. Et elle a recommandé aux femmes d'éviter les grossesses risquées. Ok, donc ça c'est le deuxième article. Alors le troisième article, la troisième lecture que je vais vous faire, c'est un extrait, ok, de la politique générale de santé, la politique de la santé et du bien-être du gouvernement du Québec au Canada. Donc, ok, donc c'est un document, c'est ok, une ponction de cette politique-là qui va vous montrer comment est-ce que le marketing social est intégré totalement dans les actions du ministère de la Santé au Canada. Alors, dans le document, on lit ceci. La promotion de la santé et du bien-être fait appel à diverses activités dans le but de permettre à des groupes de participer activement à l'amélioration de leur santé et de leur bien-être. Ce sont, ces activités en question, ce sont l'éducation pour la santé, le développement communautaire, le marketing social et la communication. Donc voici 4 activités qui sont répertoriées dans le document officiel de la politique sur la santé au Canada comme étant les activités clés pour permettre un bien-être et améliorer la santé de la population. Donc le marketing social fait partie intégrante des politiques de santé, ok, au Canada. Alors, l'autre article que je vais vous lire, c'est un communiqué de presse qui émane de l'UNICEF et qui dit ceci. En Afrique, le nombre de filles mariées pendant leur enfance pourrait plus que doubler d'ici 2050 et passer à 310 millions selon l'UNICEF. New York, Lusaka, 26 novembre 2015. Si la tendance actuelle se poursuit, le nombre total de filles mariées pendant leur enfance en Afrique passera de 125 millions à 310 millions d'ici 2050, selon un rapport de l'UNICEF publié aujourd'hui à l'occasion du sommet de la fille africaine organisé par l'Union africaine à Lusaka. Donc cela vous donne une idée de l'importance, ok, de la compréhension des problèmes de santé. Alors, le tout dernier article que je vais vous présenter, c'est celui-là. Et il émane de VOA, Voice of America en Afrique. Et l'article dit ceci. Les maladies infectieuses, le manque d'eau potable et d'hygiène contribuent significativement à la détérioration du statut nutritionnel des enfants. Mais Rabi Sani, qui est le nom d'une assistante sociale de Myria c'est dans le sud du Niger, compte parmi la persistance des croyances ancestrales, parmi les facteurs qui favorisent la malnutrition en milieu rural. Donc, la persistance des croyances ancestrales nuit, ok, à la malnutrition, au processus de malnutrition des enfants.
Et c'est quoi ces croyances ancestrales? Les interdits alimentaires poussant les mères à priver leur bébé de lait maternel après l'accouchement est aussi de certains aliments riches en vitamines, dénonce-t-elle. Ok, et ces femmes, ok, racontent que manger des bœufs, écoutez bien, pardon, manger des œufs rend leurs enfants sourds et muets, ou que consommer de la viande fera d'eux des mendiants. Donc, il faut aussi combattre ces croyances sordides. C'est ce que la jeune assistante sociale tranche dit. Alors, tout ceci pour vous montrer quoi? Que le champ d'action du marketing social est très vaste. Ok? Le champ d'action social du marketing social est très vaste. Alors, pour mener une campagne de marketing social réussie, et comme on s'appuie sur le marketing et ses techniques, le marketing commercial, bien sûr, et ses techniques, la première des choses qu'on va faire, c'est la recherche. Et en marketing social, l'une des recherches qui est recommandée de faire, c'est la recherche formative. Alors, c'est quoi la recherche formative? C'est une recherche qui se fait avant et pendant qu'on déroule notre campagne de marketing social. Il permet d'approfondir la connaissance de l'organisation qui a initié la campagne, d'approfondir la connaissance de la population cible, ok, connaître ses contraintes, ses besoins, ses aspirations, ok. Et la recherche formative aussi permet d'avoir des données exactes et actuelles. Elle combine plusieurs méthodes, ok. Donc on peut facilement avoir recours à des méthodes quantitatives, des méthodes qualitatives, ok, des observations pour, ok, bien comprendre la situation, ok, qui nécessite la campagne qu'on veut initier. Donc, la recherche formative, elle est très importante. Cela aussi permet, ok, d'avoir recours à différentes sources. Donc, autant vous pouvez faire des focus group, vous pouvez aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure, faire une recherche documentaire, ok. Vous pouvez aussi faire de l'observation complètement dans les milieux où vous voulez voir votre campagne se dérouler plus tard. Donc, c'est une analyse macro des processus complexes, ok, que la recherche formative nous permet de résoudre. Alors, une notion très importante dans le marketing social, ce sont les facteurs d'influence. Et il y en a deux types. Il y a deux types de facteurs d'influence. Il y a les facteurs d'influence interne et puis des facteurs d'influence externe. C'est quoi les facteurs d'influence interne? C'est les connaissances et croyances. Ok? C'est les attitudes, les risques perçus, les conséquences perçues, les aptitudes personnelles. Alors, comme le marketing social vise à faire adopter, ok, je lis des messages qui arrivent. Ok, alors, comme le marketing social vise à faire adopter de nouveaux comportements, ok, dans la communauté, comme le marketing social vise à faire adopter de nouveaux comportements dans la communauté, il est bon de comprendre à la base, ok, les gens ils sont à quel niveau de compréhension du problème qu'ils sont en train de vivre. Ok, peut-être que pour eux, vous êtes en train de leur dire que se dépigmenter, par exemple, se dépigmenter, c'est dangereux, c'est pas bon pour la peau, pour des questions de santé publique, il faut arrêter. Mais l'individu à qui vous êtes en train de dire ça, lui, n'est pas encore à ce niveau. Pour lui, c'est ok, c'est normal, pour diverses raisons, de se dépigmenter. Ok, donc les facteurs d'influence vont vous permettre de comprendre, ok, à quel niveau se trouve, ok, votre public cible en termes de changement de comportement. Alors, on a les facteurs externes. Les facteurs externes, c'est tout ce qui concerne, par exemple, la politique ou les politiques, l'accessibilité, les compétences, les valeurs, croyances et ainsi de suite. Alors, de ces deux facteurs-là, on est d'accord que les facteurs sur lesquels on peut facilement travailler, ce sont les facteurs externes qu'on peut aisément changer. Alors, on a les théories du changement de comportement. Il y a plusieurs théories qui existent, mais il y a une d'elles qui est le plus utilisée, c'est les étapes du changement de comportement. Il y en a 6, c'est un modèle qui a été développé par deux chercheurs, Prochaska et Di Clemente, et qui dit que pour aboutir à un changement de comportement,
pour une personne ou dans un groupe, on passe par 6 étapes. Il y a la précontemplation. C'est la phase pendant laquelle l'individu ne sait pas que la situation qu'il vit est dangereuse pour lui. Ensuite, la contemplation, il en est conscient, il veut changer. La préparation, il définit lui-même des plans pour pouvoir évoluer. L'action, il est à fond, il est dedans. Et ensuite, le maintien. Donc, le maintien, c'est une phase très importante parce que si vous avez réussi à adopter un nouveau comportement dans un groupe, il faudrait veiller à ce que ces derniers-là puissent être pour vous des ambassadeurs plus tard, dans votre campagne. Alors, comme on parle de marketing, de marketing social qui s'appuie sur le marketing classique, donc on a effectivement de la concurrence. On a des barrières, on a des concurrents. Alors, j'ai dit qu'on allait avoir recours aux différents articles. Tout de suite, en lisant, vous avez vu qu'au Niger, dans le sud du Niger, il y a des croyances ancestrales qui font que, nourrir correctement son enfant, c'est difficile pour les bonnes dames. À cause de ce poids des croyances ancestrales, ces croyances-là qui font que elles refuseront de donner des œufs à un enfant parce que, selon elles, les œufs, c'est pas bon. Pour l'enfant. Donc, ces croyances ancestrales-là, on va les considérer comme les concurrents, de ce que nous voulons proposer comme nouveau comportement, comme pratique saine de changement qu'on veut voir dans la population. Donc, la concurrence existe et la recherche formative va nous aider à identifier tous ces éléments-là, la concurrence et les différentes barrières qui vont faire que notre message, le comportement qu'on veut promouvoir là, passe. Il y a aussi la croyance, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les dames du Niger. Donc ce sont les croyances. C'est tout ce qu'on tient pour réel alors qu'il n'y a rien, de manière pratique, il n'y a rien dans l'expérience, il n'y a rien dans scientifique, il n'y a rien de scientifique qui prouve que, ce qui est dit et promu là a une importance. Merci de partager. D'accord. Alors, ça se passe comment alors? Alors, donc on a les croyances et ensuite on a les normes sociales. Ce sont des règles implicites qui sont pas dites mais qui permettent de régir quand même la société. Donc, ce sont des règles implicites qui sont très importantes parce que ça va déterminer la manière de penser des gens, la manière d'agir des gens et la manière dont les gens perçoivent certaines vérités. Et ce sont ces normes sociales-là, ces normes-là renvoient aux valeurs dans la société. Alors, donc, c'est très important de les comprendre et de les situer, dans ce groupe de personnes de votre cible. Quelles sont les valeurs auxquelles ils sont attachés, les valeurs qui guident leur manière de penser et d'agir. C'est très important. Donc, la recherche formative va nous permettre de faire cela. Et la recherche formative, elle permet, en gros, puisque ça permet de faire une analyse aussi macro, donc de l'environnement, de tout ce qu'il y a comme politique qui existe, des différents acteurs impliqués, dans la problématique qu'on veut traiter, leurs opinions, et ainsi de suite. Et aussi, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le PESTEL, là, la politique, l'environnement, la technologie, et ainsi de suite. Ces différents éléments-là. Donc, avec la recherche formative, vous pouvez regrouper un ensemble de données qui vont vous permettre de mieux comprendre la situation. Et cela, vous pouvez le résumer dans un tableau SWOT. Vous pouvez facilement le résumer dans un tableau SWOT et que ça va vous permettre d'avoir une lecture, bien précise de votre sujet, de votre problématique. Mais aussi, puisque le SWOT permet aussi de faire une analyse sur soi-même, évaluer les ressources que vous avez, pour attaquer, pour lancer votre campagne. Alors, le cadrage du problème, c'est quoi? Alors, supposons qu'on veuille travailler sur la salubrité à Dakar. Il y a autour de la question de salubrité à Dakar, il y a un ensemble, il y a un faisceau de problèmes qu'il y a autour. Est-ce que
partant de ce que nous avons comme ressources, est-ce qu'il nous est capable, ok? Est-ce qu'il nous est capable, comment est-ce qu'on partage? Alors, est-ce qu'il nous est capable de nous attaquer, ok? Est-ce qu'il nous est capable de nous attaquer à tout ce qui est, est-ce qu'il nous est capable de nous attaquer à tous les problèmes, ok, qui sont identifiés, ok? Donc, voilà. Donc, comme il ne peut pas, comme on ne peut pas forcément, ok, nous attaquer, ok, comme on ne peut pas s'attaquer à tous les problèmes à cause des ressources que nous avons à disposition, nous allons cadrer le problème. Nous allons isoler un problème bien précis. Et sur ce problème-là, nous allons concentrer nos efforts pour espérer avoir des résultats probants. Donc, on va isoler un problème précis et à ce problème-là, nous allons proposer une solution. Et par exemple, on a identifié que, alors, on veut par exemple, c'est un exemple, nous sommes ici dans un quartier de Dakar qu'on appelle Mariste. On veut que les artères de ce quartier-là, ok, soient le plus propres possible. Ok, que ça soit complètement clean et que cela donne une bonne impression, une bonne image au quartier et que l'impression de bon vivre puisse être perçue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir à partir de du problème qu'on a identifié, qui serait que Mariste, ce quartier, il n'est pas propre, il faut l'assainir. Ok. La solution serait quoi? Que aucune ordure ménagère ne soit déversée dans les rues. Ça, c'est la solution qu'on propose. Maintenant, pour que cette solution se réalise, on va décliner, ok, de cette solution-là, nous allons sortir un certain nombre d'objectifs. Donc, un objectif avec certainement deux ou trois objectifs spécifiques. Et puis, on va les définir très précisément avec la technique SMART, ok, faire en sorte que ces objectifs soient le plus précis possible. Donc, si par exemple, on veut que le quartier soit complètement assaini, en termes d'objectifs, on peut se dire, ok, d'ici fin 2022, ok, tout Maris est complètement assaini et il fait bon vivre, ok. Et cela grâce à ces différents habitants. Un autre objectif aussi qu'on peut définir, si on parle par exemple du taux de mortalité des enfants qu'on a constaté avec l'article de l'AIP, de l'Agence ivoirienne de presse, on peut se dire par exemple que d'ici 2025, ok, dans la région nord ou nord-est de la Côte d'Ivoire où le taux de mortalité est plus important, nous constatons une baisse de 10%, ok, sur 5 ans. Donc, l'objectif doit être le plus smart possible, le plus précis, ok, il doit être très précis, ok. Alors, étant donné que, en analysant notre situation, notre problème, ok, en analysant notre problème, nous allons nous rendre compte qu'il y a plusieurs acteurs qui sont concernés, qui sont impliqués dans le problème qu'on a identifié. Par exemple, en ce qui concerne la mortalité néonatale, ok, où les enfants avant l'âge de 5 ans meurent à 597 décès sur 100 000 naissances. Donc, quand on a ça, c'est sûr que la population par qui le changement va venir n'est pas forcément tout le monde. Nous allons isoler ce groupe-là. Donc, on va cibler un public particulier et vers qui l'essentiel de nos actions vont être orientées. OK. Alors, vont être orientés. Alors, dans nos études, dans notre recherche, nous allons nous rendre compte, par exemple, que des enfants qui meurent à ce taux-là, ok, avec ce taux élevé, c'est des pertes économiques pour le pays, n'est-ce pas? C'est des situations de traumatisme pour
famille. Ok. Donc, le marketing social avec la solution qu'il propose va nous permettre d'amoindrir les conséquences, ok, néfastes de ces situations-là sur l'économie, sur les ménages et autres. Ok. Alors, donc, est-ce que le marketing social peut aider au développement, ok, des pays? Complètement. Complètement. Prenons par exemple, récemment, nous avons vu Didier Drogba s'engager dans une campagne, ok, pour la question de sécurité routière. Ok. Donc, on est d'accord qu'une vie humaine perdue, c'est une grosse perte pour tout le monde. Alors, donc, si avec la rigueur dans la démarche du marketing social, on arrive à réduire le taux de mortalité ou les décès causés par les accidents de la circulation, on est d'accord que l'impact sur l'économie est réel, n'est-ce pas? Alors, je vois une question, comment est-ce que le marketing social peut aider à la lutte contre le Covid-19 que nous vivons en ce moment? Ok, fantastique, très belle question. Alors, je disais que l'une des forces de la recherche formative, c'était que c'était des recherches qui se faisaient pendant. Ok, pendant même que la campagne a cours. Et pour le Covid-19, il y a une pléthore d'informations qu'on a diffusées dans différents canaux et accessibles à presque tout le monde. Ça, c'est très important. Et parce que dans le marketing social, étant donné qu'on s'appuie sur le marketing classique, ce à quoi on a recours, c'est aussi les 5 P. Ok, les 4 P, pardon, dans le marketing commercial. Donc, dans ces 4 P-là, nous avons la phase de promotion qui inclut la publicité, les relations publiques et autres. Donc, les techniques précises du marketing classique qu'on utilise dans le marketing social là, vont nous aider à mieux cibler, ok, les populations auxquelles on veut s'adresser et faire passer des messages. Cela aussi va nous permettre, ok, d'accord. Cela va nous permettre aussi ce recours au marketing social pour le Covid-19 là, de comprendre, ok, l'environnement général dans lequel cette crise sanitaire-là a lieu. Et surtout, comprendre les barrières, les messages concurrents qui font que notre message qui sont de porter un masque, respecter les mesures barrières et ainsi de suite, là. La recherche va nous permettre de comprendre tous ces éléments négatifs là, les barrières qui peuvent empêcher une bonne diffusion de notre message. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on sait, on s'arme, ok? On s'organise en fonction pour mieux répondre, parce que la situation avec le Covid-19 aujourd'hui, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs tests ou théories complotistes qui ont lieu, qui prospèrent autour de la crise. Donc, dans l'esprit des différentes, dans l'esprit des différentes personnes qui sont exposées à votre message, il peut se trouver que leurs croyances sont que, bon, on parle de Covid-19, mais est-ce que c'est réel? Ok? Donc, si une telle croyance est dans l'esprit de quelqu'un, vers qui vous envoyez un message, vous comprenez que la première des choses à faire, c'est de nettoyer son esprit en lui disant que, attention, c'est réel. Ok, donc c'est la rigueur dans la démarche là qui va nous permettre de savoir ça et prendre les dispositions qu'il faut. Alors, le positionnement. Le positionnement, c'est très important. Tout comme on le fait pour un produit, étant donné que dans le marketing social, ce qu'on promet, ce qu'on met devant, c'est un comportement, c'est un concept, c'est une idée bien précise, tout ce que nous allons faire, ce concept nouveau là, il faut qu'on le positionne. C'est-à-dire, il faut qu'on lui donne une image qui est telle que le public cible pour qui on mène la campagne là, ce public cible là va avoir à l'esprit pendant longtemps votre image et c'est les différents messages qui ont trait. Ok, les différents messages, les différents appels, ok, qui
qui entourent votre campagne. Donc, le positionnement, c'est important. Comment est-ce que vous voulez que votre campagne soit perçue? Comment est-ce que vous voulez que le concept que vous proposez à la population là soit perçu et accepté? Donc, c'est cela le concept et le positionnement, pardon. Et ce positionnement là, on le définit en considérant, ok, les idées contraires, les concurrences, les barrières qui existent, pour que ils puissent faire face valablement face à ces barrières-là et les faire tomber. Ok. Alors, on en vient maintenant aux 4 P. Comme on le voit dans le marketing, ici nous avons aussi au niveau de l'opérationnalisation de nos stratégies, on a les 5 P. On va pas parler de 4 P ici avec le marketing, mais ici, le marketing social, mais ici, on va plutôt parler des 5 P. Pourquoi? Parce que aux 4 P qui existent, c'est-à-dire le produit, le prix, la place, la promotion, nous allons ajouter le plaidoyer, qui est certes un élément pour les puristes qui connaissent bien la démarche du plaidoyer, vont dire que ça doit être détaché, mais on peut aisément l'ajouter ici parce que il est fondamental pour obtenir de réels changements, des changements durables. Alors, le produit, c'est quoi? C'est l'idée. En marketing commercial, on vend un bien, on vend un service. OK? On vend un produit. Dans le marketing social, ce qu'on va vendre, ce qu'on va proposer à notre public cible, c'est quoi? C'est un concept. C'est une idée. C'est un changement. C'est un comportement nouveau, un comportement sain. OK? Qu'on veut faire adopter. Donc ce produit-là, on doit le définir le plus clairement possible. Et parlant de produit, vous verrez que dans l'article de RFI qui parle des Cleaning Days de Dakar, ok, en lisant, je me suis dit, ok, j'ai manqué la première édition, ok, la seconde édition, ça va avoir lieu quand? Vous voyez, ce n'est pas précisé, ce n'est pas dit clairement dans l'article. Donc, on ne sait pas. Là, c'est comme si on avait un souci dans la conception du produit et aussi de sa communication. Donc, on doit mettre l'accent et l'effort sur la construction du produit. Ensuite, après le produit, nous avons le prix. Alors, vous voulez faire adopter un nouveau comportement, ok, à un groupe de personnes. Ce nouveau comportement-là va exiger qu'ils laissent tomber un certain nombre de comportements qu'ils avaient avant. OK? Qu'ils payent, qu'ils fassent des efforts, qu'ils trouvent du temps, OK, pour adopter ce nouveau comportement-là. Donc, c'est ça le prix, OK, quand on parle de prix en marketing social. C'est l'effort que vous demandez aux gens, c'est le temps que vous leur prenez, c'est les sacrifices qu'ils ont à faire pour abandonner les croyances d'antan, d'alors, et pour pouvoir accepter votre le nouveau concept que vous leur proposez. Par exemple, aux États-Unis, on avait initié dans une caserne de sapeurs-pompiers des activités physiques, ok, pour faire bouger, ok, faire bouger les pompiers. Ah mais le prix qu'on leur demandait, c'était par exemple que d'ordinaire, ok, à des heures bien précises, aux heures où on les invite à aller en salle, ok, pour faire du sport et autres. À ces heures-là, ils avaient l'habitude d'être sur des réseaux sociaux, ok, de faire autre chose que faire du sport. Ils checkaient leur mail, ils vérifiaient leur mail et ainsi de suite. Donc, c'est quand vous leur demandez de couper une partie de leur temps là et à consacrer à ça. Donc, c'est le prix. Et il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer sérieusement pour que la population cible là, votre cible, n'ait pas le sentiment qu'il est en train de trop perdre en abandonnant sa vieille pratique. Ou alors que ça vaut le coup qu'il s'engage à adopter le nouveau comportement plutôt que l'ancien comportement. Donc, c'est à évaluer et il y a des techniques qui vous permettent de voir comment ajuster, ok, les sacrifices qui est demandé avec l'ancienne pratique. Ensuite, on a la place, la distribution. Comment est-ce qu'on communique, ok, sur notre produit? Comment est-ce qu'on le rend accessible à tous ceux qu'on veut voir adopter nos nouveaux comportements? Alors, et ensuite la promotion, ok, faire la publicité, faire la communication, développer les messages,
ok, qui vont permettre que notre l'attitude, le comportement qu'on veut faire adopter là soit accepté le plus favorablement possible. Donc, dans la promotion, alors, pour revenir à l'article de RFI qui parle des Clinics Day au Sénégal, ok, quand vous finissez de lire l'article, vous ne savez pas, ok, où est-ce que on doit s'orienter pour avoir plus d'informations, pour pouvoir participer à la session suivante et ainsi de suite. Ok, ça, c'est purement une action de relations publiques, ok, qui a manqué ici, ou de relations avec la presse, la PR, Public Relations, le PR. Ok, alors, normalement, avec cet article, on devait être capable de savoir, ok, la prochaine activité, c'est quand, c'est où, ça se fait comment? Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut avoir le plus d'informations possible sur cette initiative du président et ainsi de suite, parce que on veut participer soit en tant qu'individu, soit en tant qu'entreprise orientée RSE et qui veut participer à ce genre d'initiative. Ok. Alors, le 5e P, comme je le disais tout à l'heure, c'est le plaidoyer. C'est quoi le plaidoyer? Alors, vous voulez qu'un nouveau comportement soit adopté. Disons par exemple que vous voulez que ok, les mutilations génitales, par exemple féminines, ok, qui sont prégnantes en Afrique, ces mutilations génitales-là cessent. C'est ce que vous voulez voir s'opérer dans la communauté. Mais vous constatez qu'il y a des barrières qui sont très fortes, des croyances qui sont très fortes, des normes sociales qui sont telles que c'est difficile, ok, d'obtenir ce changement-là à cause du poids de ces croyances et traditions et autres. Donc, vous pouvez convoquer, ok, le politique, l'homme politique qui a le pouvoir de décider, ok, de créer une loi si cette loi n'existe pas, ou si la loi existe et qu'elle n'est pas appliquée, de la faire appliquer, ou si cette loi existe et qu'elle est mal appliquée, de la bien faire appliquer. Donc, c'est d'inviter, à travers des initiatives, des actions de plaidoyer, à faire en sorte que le décideur politique, ok, se saisisse du problème et fasse ce qu'il y a à faire. Ok, par exemple, en Gambie, en son temps, le président Yahya Jammeh avait décidé d'autorité que désormais toutes les mutilations génitales seront considérées comme des actes de coups, on dit coups et blessures volontaires, de coups et blessures volontaires, et donc vous tombez sur le coup de la loi et vous faites sanctionner pour ça. Donc ça, c'est la force du plaidoyer, ça. Permettre à ce que le pouvoir politique, ok, prenne en main le problème et s'investisse à travailler contre. Alors, dans le plaidoyer, il y a une notion très importante qui est le cercle d'influence. Alors, vous avez une cause, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, le mariage précoce des jeunes filles. Vous voulez que ce problème-là se résolve. Et vous savez que l'une des personnes qui est capable de faire avancer votre démarche, c'est peut-être le ministre de la Justice. Ok? Alors, par exemple, au Sénégal, il y a l'association des femmes juristes qui travaille sur la question de la problématique des mariages précoces, là. Mais il se trouve qu'il y a une loi déjà qui existe, qui donne l'âge précis de mariage auquel la jeune fille doit être mariée. Mais il se trouve qu'en réalité, les filles sont mariées bien avant cet âge officiel, cet âge officiel qui est reconnu dans les lois. Donc, l'association se bat pour que on fasse appliquer cette loi. Qui peut faire? Qui a le dernier mot pour que ça bouge? Pour qu'on passe à une application effective de cette loi-là. Ok? Alors, la notion de cercle d'influence va nous aider à comprendre que si c'est le ministre, ok, de la Justice, par exemple, ou la première dame, ou le ministre de la Justice, si c'est le ministre de la Justice, on va voir autour du ministre de la Justice, comme on ne peut pas l'aborder directement, quelles sont les personnes qui sont sensibles autour du ministre de la Justice, de nous aider à porter notre message auprès du ministre de la Justice, et qu'à terme, il travaille dans notre sens, il prenne des décisions qui favorisent l'application effective de cette loi-là. Il y a la construction d'alliances, qui est aussi une notion très importante dans le plaidoyer. La construction d'alliances, c'est quoi? Quand vous êtes une ONG ou une association,
et que vous initiez une campagne de plaidoyer, ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé, c'est que vous mettiez ensemble. Pourquoi? Parce que vous êtes différentes associations et vous travaillez sur la même thématique, la même problématique, chacun dans son coin. Ce qui est intéressant de faire, c'est construire une alliance qui va vous permettre, qui va vous permettre de mutualiser vos efforts, vos ressources, et qui va vous rendre surtout crédible auprès de l'autorité, parce que vous êtes nombreux, ONG, associations, à parler à qui? À une seule personne, peut-être le ministre de la Justice. Alors, ça fait un peu pagaille des autres que chaque organisation vient lui parler. Donc, vous vous asseyez et puis vous établissez les bases une collaboration en termes d'alliance. Oh, les tactiques. Alors, notion très importante aussi dans le plaidoyer. Pour faire du plaidoyer, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs chemins qu'on peut emprunter. On peut écrire des courriers, à celui qui a le pouvoir de décider. On peut faire des sit-ins, on peut faire des pétitions, on peut initier une grève de la faim pour certaines personnes. On peut initier des marches. Alors, ça, ce sont les tactiques. Il y a un ensemble de tactiques. Donc, vous prenez ces tactiques-là et puis vous les analysez, vous les passez au crible. Dans notre société, disons, je dis n'importe quoi, disons au Burkina. On est au Burkina et on travaille sur le port des masques. On veut que vraiment que le gouvernement frappe et qu'on fasse porter les masques à tous ceux qui sont sur des motos. Alors, est-ce qu'une marche peut faire décider l'autorité sur ça? Est-ce qu'un sit-in peut faire décider? Donc, on évalue chaque tactique pour voir son efficacité et on décide de celle qui a le plus de points. Donc, c'est l'analyse des tactiques. Alors, les messages, c'est fondamental. C'est essentiellement les messages que vous avez passés et ces messages-là seront appuyés par des produits ou des éléments physiques concrets, mais à la base, c'est des messages. Et donc, produire les messages-là qui vont aider à votre campagne, c'est fondamental. Donc, il y a plusieurs techniques qui permettent de produire des messages efficaces, telles que la méthode KISS, qui dit simplement, c'est de l'anglais KISS, K-I-S-S, qui dit, c'est keep it short and simple, Faites-le court et simple. Ça rend votre message efficace. Un message aussi en marketing social et en plaidoyer, il doit surtout avoir un call to action à la fin, c'est-à-dire un appel à l'action. Vous êtes sous une campagne, de lutte contre les violences faites aux femmes. Un call to action, ça peut être par exemple, si vous êtes témoin, d'une violence quelconque, appelez ce numéro. Et ça doit afficher sur la plupart de vos messages de campagne. Et aussi on peut recourir à des célébrités. J'ai parlé tout de suite de Didier Drogba dans la campagne pour la sécurité routière tout de suite. Donc des vecteurs d'opinion, des leaders d'opinion qui peuvent vous aider à communiquer, partager votre information. Alors, donc on initie des campagnes, et après vous développez votre plan d'action et un cadre de suivi évaluation pour vous permettre d'évaluer, de suivre et de savoir où est-ce qu'on va et quand ça ne va pas, régler en même temps. Donc c'est le cadre de suivi et évaluation qui vous permet de suivre de très près votre initiative pour mesurer leur performance dans le temps. Alors, tel qu'on vient de le développer là dans ces grandes lignes à travers ces mots-clés, le marketing social, pour qu'il soit vraiment efficace et qu'il profite le mieux à la population, c'est de faire de ces initiateurs, le gouvernement, que ce soit les gouvernements qui prennent d'abord en premier en main les questions de marketing social, parce que ça peut être des ONG ou des associations ou même des entreprises qui veulent s'engager dans le RSE. Mais la difficulté avec les ONG, associations et autres là, la difficulté c'est que ces ONG ne sont pas entièrement indépendantes. Elles sont liées à des bailleurs et ces bailleurs là, leurs programmes, leurs besoins, peuvent changer d'un moment à l'autre, à tout moment. Donc aujourd'hui, un bailleur peut vous donner de l'argent pour financer, disons, la rétention des jeunes filles au collège. Et puis 2 ans après, ils disent non, j'ai plus de ressources pour ça.
pas que j'ai plus de ressources, mais je vais cette année orienter mes ressources vers une autre thématique complètement. Par exemple, je peux te dire que moi, je vais m'investir maintenant dans l'environnement. Ok? Donc cette cassure-là peut faire que l'ONG ou l'association qui s'était engagée, ok, qui n'a pas forcément obtenu tous les résultats qu'il voulait, peut se retrouver en mal auprès de sa population. C'est-à-dire une organisation qui initie mais qui n'achève pas. Simplement parce que, ok, il n'a pas les ressources financières. Alors que si c'est le gouvernement même qui prend les choses en main, ok, comme on l'a vu tout de suite avec le ministère de la Santé au Québec, par exemple. Quand on décide soi-même de s'engager, le gouvernement décide soi-même de s'engager, il n'y a rien à faire, ils vont se battre pour trouver les ressources et sécuriser cette campagne-là sur 5 ans, sur 10 ans et autres. Pourquoi? Les campagnes de marketing social doivent être inscrites dans le temps. Imaginez les croyances ancestrales qui dictent tout, les normes sociales qui dictent nos façons de penser et d'agir. Ok? Qui dictent nos façons, qui sont vieux et qu'on a sans nous. Pour les enlever, les remplacer par d'autres valeurs, par d'autres normes, c'est très difficile. Donc, en une campagne qu'on fait en une journée ou en un mois ou en un an, c'est pas sûr qu'on puisse obtenir le changement qu'on veut. Ok? Par exemple, vous prenez le mariage précoce avec ses conséquences sur la gente féminine. Ok? Les questions de fistules et autres, tout ça, les isolations, enfin, quand vous avez des fistules, c'est un peu difficile d'être bien perçu dans la communauté. Donc, ce genre de problématiques-là qui sont très sérieux, ok, c'est mieux que le gouvernement à la base les prenne en main. Ok, il le prend en main et puis les ONG viennent après. Ok, donc c'est ce que au Rwanda, le gouvernement du Rwanda fait quand il parle de plan B. Ok, alors l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal partageait une fois cette anecdote-là que lui-même, ambassadeur, il a été ancien ministre, c'est un ancien ministre du gouvernement, ministre de l'enseignement supérieur, qui disait que au Rwanda, ils développent leur programme à eux pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Et après, quand des bailleurs arrivent, ils leur soumettent, ils leur disent tranquillement, hein, ok, vous avez des fonds que vous souhaitez investir dans tel secteur, ok, tel programme et autres, sur telle problématique. C'est bien, mais nous, voici nos priorités. Et les deux parties discutent, ok, gouvernement plus bailleur. Quand ils ne s'entendent pas, le Rwanda continue son programme et ne prend pas l'argent du bailleur. Il dit, ok, comme vos priorités sont complètement différentes de nos priorités, ok, gardez votre cagnotte, ok, et nous allons continuer jusqu'à ce que peut-être un jour vous acceptez de financer nos priorités. Donc, vous voyez, si c'est le gouvernement qui prend ce lead-là, c'est sûr que sur le long terme, on peut obtenir des changements profonds et sérieux dans la communauté. Alors, pour terminer, alors, le marketing social, tel qu'on vient de le voir, il est clé, il est fondamental parce que son impact, ok, dans la société pour des changements de pratiques, pour l'adoption de comportements sains dans la population, c'est fondamental. Ok, l'engagement politique est nécessaire parce que ça apporte les ressources qu'il faut. Ça stabilise les ressources, ça stabilise la campagne sur une longue période pour obtenir les changements. Parce qu'un changement dans un groupe, dans une communauté, ça prend du temps. Ok. Aussi, le marketing social, c'est important pour les différentes entreprises qui sont sur la place et qui veulent s'investir dans la RSE, dans la responsabilité sociétale des entreprises. C'est une démarche qu'ils peuvent intégrer dans leur campagne de RSE pour obtenir des changements durables. Ok, dans le temps, pour mieux soutenir les populations avec lesquelles ces entreprises travaillent. Donc, pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette formation, je vous dis merci. Je dis merci aussi à Monsieur Bambasek qui nous permet d'avoir cet échange-là aujourd'hui, parce que le développement, c'est sûr, il commence avec les connaissances. C'est avec les connaissances qu'on parvient à transformer la communauté, les groupes. Donc,
si M. Bamba sait qu'à travers Marketing TV Monde nous permet de partager les connaissances, de nous enrichir mutuellement, je crois que c'est un très 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 bon départ pour transformer beaucoup de choses autour de nous. Alors, je parle, okay? Le marketing social, je l'enseigne. Marketing social et plaidoyer, je l'enseigne au CESA, qui est une école de gestion ici à Dakar. Et donc, ce sont des cours qui peuvent être dispensés aussi dans d'autres écoles. Donc, pour tous ceux qui seraient intéressés à ce que, ils peuvent me contacter ou contacter Monsieur Bamba Sek qui va nous mettre en relation. Et aussi, vous pouvez liker aussi ma page Facebook qui traite de ces questions de changement et autres qu'on appelle le Sogolon, ok, le SO, que vous trouvez en ligne, qui parle de ces questions de changement de pratique, de changement de mentalité et autres. C'est une page qui est plus ou moins récente en termes de création de contenu, donc ensemble on va l'enrichir. Donc merci à tous d'avoir été présents. Ok. Donc on se dit certainement à très bientôt pour une autre thématique, une autre question. Ok. Du marketing ou de tout autre sujet. Allez. Ciao.